est une collaboration entre WP Mondo et WordPress Podcast version française. Pour sponsoriser WP Mondo, rendez-vous sur wpmondo.com/sponsor. Voilà, ça enregistre. Alors, bonjour tout le monde et bonjour Eddy. Et Bonjour Patricia. Merci beaucoup d'être le premier invité francophone sur WP Mondo, qui est en fait un nouveau web show en plusieurs langues. Et donc, toi, tu es le premier invité en français. Donc, Eddy, je vais te laisser te présenter. Mais d'abord, je veux juste dire que sur ce nouveau format, il y a une des catégories qui est de mettre en lumière les personnes qui, en général, mettent en lumière les autres, qui sont eux-mêmes les intervieweurs. Et parce que vous méritez tous aussi une fois de parler de l'autre côté, en fait, de ce que c'est d'interviewer quelqu'un. Voilà. Alors, je te laisse te présenter. Écoute, merci Patricia de m'avoir fait l'honneur de m'inviter sur ce show, sur ce premier show. Donc, je suis Eddy Boès, je travaille à l'agence Woodunit. Je suis coach et formateur après avoir été à la relation client. Donc, depuis quelques années, je me consacre uniquement à la formation. Et effectivement, j'ai dans mon rôle de faire des vidéos, de faire des podcasts. Et donc, j'interviewe les autres quand c'est possible. C'est quelque chose qui est agréable, je trouve, d'interviewer les autres, d'entendre ce qu'ils ont à dire, de leur poser les bonnes questions et d'en apprendre toujours un peu plus parce qu'on est le premier spectateur quand on interviewe, on est le premier auditeur et le premier spectateur de la personne qu'on a en face ou en visio. Donc, c'est quelque chose d'agréable. Et je le fais même en interne chez Woodunit, puisque je fais un petit podcast interne. On commence à être un peu nombreux et ça permet d'interviewer les gens qui travaillent chez Woodunit. Donc, c'est diffusé qu'en interne, mais j'ai également un petit podcast avec des jeux pour présenter des personnes un peu en dehors de leur milieu de travail, pour savoir ce qu'ils font, quels sont leurs hobbies, Cool. leurs points d'intérêt. Voilà. Vous êtes combien maintenant chez Woodunit ? Alors à l'heure actuelle, on enregistre, nous sommes 26 et on va embaucher 2 personnes. Voilà. Ok, donc ouais, ça fait du matériel pour faire des interviews de chacun, puis les présenter au reste de l'équipe, c'est ça ? Exactement. Ah, c'est cool. Tout à fait. Super. Ok. Donc on va parler de ce que tu fais justement quand tu interviews des autres, mais peut-être un peu plus tard, on va commencer par un peu l'histoire générale de ta vie. Non, mais peut-être ta vie professionnelle et comment tu es arrivé à WordPress et dans l'agence. Ouais. Combien d'années ça fait, si c'était au début des premières années de WordPress, etc. Tout à fait. Alors comme pas mal de gens de ma génération, déjà je suis autodidacte. C'est souvent le cas parce qu'il n'existait pas vraiment d'école ou d'études pour apprendre à faire du web ou à utiliser l'informatique, si ce n'est le code. Donc moi j'ai un parcours, on va dire atypique. Je suis animateur socioculturel à la base de formation. Donc moi, je m'étais destiné à l'animation, animation de jeunes, de personnes âgées, enfants. Donc c'était mon métier. Je parle pas des colonies que je faisais également à côté, mais c'est vraiment m'occuper d'un centre socioculturel. J'ai fait ça pendant 8 ans. Voilà. Et puis j'ai toujours été passionné par l'ordinateur et l'informatique. Donc quand il y a eu un ordinateur dans le centre socioculturel, j'ai été le premier à l'utiliser pour faire les designs des plannings, faire quelques affiches, organiser avec les secrétaires les calendriers. Et donc ça m'a bien plu, bien intéressé et j'ai été repéré pour travailler à un pôle communication de la ville. Et donc j'ai commencé à travailler sur la communication et un peu plus avec l'outil informatique. À l'époque, on était avec Dreamweaver, avec Flash. Voilà, on faisait quelques animations. Et puis je me suis mis à mon compte. J'ai travaillé comme formateur pendant 5 ans pour des personnes à la recherche d'emploi. Je les formais à l'outil informatique. Je donnais des diplômes d'internaute. Ça existait à l'époque. Voilà, on avait un diplôme pour dire qu'on savait naviguer sur Internet, faire son CV, s'enregistrer, etc. Et puis, je fais très vite. J'ai créé une société, petite agence avec mon
copain Sylvain, voilà, qui s'appelle Ilabo. J'ai suivi cette aventure pendant 10 ans, avant de rejoindre, il y a un peu plus de 5 ans, Woodunit. Et voilà. Et donc déjà dans mon agence précédemment, on s'était spécialisé sur WordPress. Dès qu'on a pu, on a essayé d'autres CMS. J'ai été à un moment donné, moi, spécialiste Joomla. J'ai fait des Joomla Day, un peu l'équivalent des WordCamp. Voilà, ça me plaisait beaucoup. Puis après, quand on a vu la puissance de WordPress et sa communauté surtout, on n'a pas hésité et on s'est spécialisé sur WordPress. D'accord, Voilà, donc ça très fait 15 rapidement. ans. 15 ans sur WordPress à peu près. Oui, ça fait à peu près 15 ans sur WordPress, exactement. Tout à fait. Ok. Voilà. Et l'évolution que tu vois depuis 15 ans dans WordPress, dans son utilisation, surtout peut-être pour l'utilisateur final, tu vois ça comment? Et pour le présent et pour le futur, enfin, le passé, présent et futur. Alors l'évolution de WordPress sur l'interface, moi j'ai toujours eu à cœur que l'interface soit facile, simple pour l'utilisateur final. Et donc quand on crée un site, pour un client, j'utilisais des extensions ou du code pour faire des menus en back-office où j'enlevais tout ce qu'il fallait pas toucher, je mettais des couleurs, je mettais des icônes. Donc il y a quelques irréductibles, notamment JB, quand il voyait ça, il disait ah non, il faut pas toucher à WordPress, faut le laisser tel quel. Et moi je créais des widgets en back office parce que personne quasiment utilise des widgets en back office, mais j'utilise des widgets pour faire des raccourcis pour mes clients pour dire ajouter un hôtel, ajouter une recette, ajouter quelque chose. Donc j'avais à cœur que ce soit plus utilisable par l'utilisateur final et je trouve qu'on y arrive. On y arrive. C'est pas encore ça. Pour moi, l'interface back-office pour l'utilisateur final, qui puisse faire des gros widgets justement pour ajouter des choses facilement, à part en passant par le code. Mais je trouve que le côté ce qui s'est passé avec Wix, quand ils ont voulu dire bah il y a Wix qui arrive et qui est en train de prendre des parts de marché, il faut qu'on fasse un WordPress un peu plus low code, je dirais pas no code mais low code, et travailler sur Gutenberg, travailler sur l'interface. Je trouve que c'était une très très bonne chose pour WordPress et c'est la bonne voie qu'il fallait prendre et pas laisser WordPress uniquement aux développeurs, parce qu'on est passé de quelque chose pour les blogueurs, pour les développeurs et maintenant on passe à quelque chose pour tous les utilisateurs. Donc je trouve cette évolution très intéressante. Ok. Voilà, je pense qu'il y a encore du travail à faire en back-office, mais avec le FSE, on y vient. Ouais. Ouais, justement, il y a tout un redesign du tableau de bord, en fait, hein, ouais, qui va se passer dans le site editor, dans l'éditeur de site. Donc, ce qu'on y voit maintenant, en fait, on peut déjà éditer les pages là, mais il y aurait tout le reste et tous les post types, les types de contenus personnalisés aussi dans le futur, quoi. Ok. Et donc tu disais que dans l'agence que tu avais précédemment, c'était donc ton agence, ou toi Oui, et ton co-founder, collaborateur, oui, cofondateur. ouais, Ouais. co-fondateur, ou je sais pas. Ouais. Donc là, c'est ce que vous faisiez pour les clients, de modifier pour que ce soit le plus facile possible. Et ça, donc, vous le faites pas chez Woodenit, si j'ai bien compris. Parce Non, que chez Woodunit, ouais, on ne touche pas. Bon, on a un directeur technique, JV, que la plupart des gens connaissent s'ils sont un peu dans la oui, communauté WordPress. Donc, on suit des règles, on va dire. On essaie de tous travailler dans le même sens. Puis maintenant, moi, je suis plus développeur, je fais plus de site internet, très peu. Donc, de toute façon, je touche plus. Mais non, c'est pas l'idée. On va simplifier des back-office, mais on va pas rajouter de menus, mettre des couleurs ou des icônes. oui, Mais c'est quelque chose qui arrive. Au départ, il n'y avait pas. Dès qu'on crée un custom post type, il n'y avait pas l'icône qui allait avec. ouais. Maintenant, on déclare l'icône avec depuis quelques années déjà. Mais voilà, non, il n'y a pas de vraiment personnalisation du back-office. Mm. Ce qui est pas plus mal, parce que comme ça, l'utilisateur final peut aussi voir les cours qui sont, on va dire, généralistes, quoi, Exactement. pas trop différents en fait de ce qui est enseigné. Ouais. C'est Ok. les deux gros arguments, c'était ça. C'était à la limite, je discutais beaucoup de ça. C'est pas
notre utilisateur, notre client, il va utiliser son WordPress. Et si c'est pas pareil qu'un autre back-office, c'est pas grave parce que lui, il est de toute façon sur son site. C'est rare qu'il en ait 2, 3, 4 différents. Donc ça, c'était moi ce que je disais. Et on me disait, non, mais il vaut mieux que ça reste toujours pareil, effectivement, pour aller voir des cours, pour aller voir des exemples sur Internet, et moins il va s'y retrouver. Et puis en cas de mise à jour, si jamais tout ce qu'on a rajouté doit évoluer, doit changer, ça pourrait éventuellement casser le back-office. Donc j'ai bien compris tous ces arguments-là, et j'ai arrêté ce que je faisais. Mais ça me plaisait bien, voilà. J'avais vraiment des back-office très joli. Voilà. Moi, je pense que ça manque un peu dans le cœur de WordPress de pouvoir personnaliser ce back-office quand même un peu plus. Ok. Et puis, avant de commencer à parler de tout ce qui est podcast et interview, encore juste une petite chose, je sais que tu travailles dans une agence qui est complètement distribuée, complètement remote, et j'aimerais que tu parles un petit peu de ça. Au début, je pense que c'était un peu vu comme des extraterrestres. Maintenant, c'est de plus en plus fréquent. Et selon toi, les avantages et les inconvénients que ça a, si tu peux nous en dire un peu plus. Et puis, vous vous rencontrez dans les rencontres de la boîte, en fait, de temps en temps. Donc, je pense que ça renforce aussi les liens. Donc, Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on est tous là, les 26, on est tous en télétravail. C'est quelque chose qui a été mis en place avant le Covid, parce que pour la plupart des boîtes qui font ça, c'est suite à la Covid qui se sont mis au télétravail. Nous, c'était déjà en place bien avant. Bon, moi, c'est quelque chose que j'ai connu dès le départ en arrivant chez Woodunit. C'était déjà en télétravail. Pour moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Voilà, ça me permet de gérer, ça permet à tout le monde de gérer ses horaires. Voilà, le télétravail, c'est quelque chose qui doit fonctionner sur la confiance. Et on a la confiance de nos N+1 chez Woodunit. Donc, on doit fournir un travail, on doit dire quand on est là, quand on n'est pas là. Voilà, c'est le minimum voilà, on déclare, on est là, on n'est pas là, on sera en vacances. Mais il peut arriver, j'ai un rendez-vous chez le vétérinaire, il fait beau, je vais aller courir. Ça, voilà, ça nous permet de faire ça. Et du coup, on est bien et on travaille mieux. Voilà, ça c'est mon point de vue. En ce qui concerne l'esprit d'équipe, alors ça se complique un peu plus à 26. Au départ, on était une douzaine et puis on a plus que doublé. Donc c'est un peu plus complexe. On se voit au moins une fois dans l'année, tous ensemble, ce qu'on appelle nous notre retreat. Donc on se voit pendant 4 jours. On travaille et on s'amuse. Voilà, on fait des jeux, on sort dans les parcs, on fait du sport. En dehors de ça, pour garder un esprit d'équipe, déjà on est toujours connectés sur Slack tous ensemble, on est toujours en visioconférence par petits groupes, donc on est tout le temps en communication. Sur Slack, on a des dizaines et des dizaines de chats différents pour ceux qui veulent parler cuisine, chien, sport, travail évidemment, mais on peut parler de tout et échanger sur tout. Et puis moi, depuis que je suis là, je mets en place aussi des petits jeux. Des petits challenges. Alors ça dépend des périodes, mais on fait des petits challenges d'équipe. Voilà, donc ça peut aller de juste changer son avatar parce que c'est un jour particulier. On fête les anniversaires d'arrivée dans l'agence pour tout le monde. Donc j'ai noté les arrivées de chacun pour que chacun mette un petit mot gentil le jour de l'anniversaire d'un des collègues. Ça va être des concours photos. On fait aussi des ateliers cuisine ensemble. Donc pour ceux que ça intéresse, on se met en live à midi et puis quelqu'un nous propose une recette et on cuisine tous ensemble avec nos smartphones ou nos ordinateurs allumés. Voilà, on fait des concours de photos, des concours de tout. Donc voilà, on essaye d'avoir une ambiance et ça marche et je crois que ça se voit et ça se ressent à l'extérieur. C'est le côté animateur socioculturel qui... Oui, peut-être, ouais. Je suis passionné de jeux. J'ai fait quelques posts sur les jeux de société. C'est une de mes passions. Et donc, je trouve que le jeu apporte beaucoup pour se libérer, pour en apprendre plus sur les autres, pour apprendre des choses de la vie à travers le jeu.
Oui, tout à fait. Je veux aussi mentionner que Woodenit est une agence qui contribue énormément au projet WordPress. Donc, ça veut dire que vous avez chacun du temps attribué pour contribuer. C'est comme ça que ça marche? Ouais, tout à fait. Alors, il n'y a rien je dirais rien d'officiel. On n'en a pas 5 heures ou Five for the Future. On le fait, je pense, largement. C'est chacun fait comme il peut. Voilà, en fonction, on a beaucoup de travail. On a des plannings bien chargés. Là, on enregistre l'été et on a des plannings bien chargés. Quand il y a des gens qui partent en vacances, ça l'est encore plus. Et on contribue dès qu'on peut. Donc, on est, euh, on est toujours informé, surtout par JB, qu'il y a une nouvelle version, qu'il y a des traductions à faire, que voilà, et on essaye d'embarquer tout le monde dans l'aventure, voilà, pour contribuer à l'outil qui nous fait vivre tous les jours. Voilà. C'est Donc, super ça. donc Ça ça, devrait on être un fait comme. exemple en fait pour toutes les agences parce qu'il y en a qui gagnent bien leur vie grâce à ça et qui contribuent trop peu ou pas. Et je trouve l'exemple de Woodenit est super. JB, c'est je crois le deuxième plus gros corps contributeur, il me semble, si je me trompe pas, après Ouais, tout à Sergey, fait. ou quasiment pareil. Et puis il y a un grand nombre d'entre vous qui participez aux traductions. Vous traduisez en français. Il y en a certains qui organisent des meet-up, des WordCamp, Ouais. même WordCamp Europe. On a des organisateurs qui sont employés de Woodenit. C'est cool. Alors, merci beaucoup. J'ai beaucoup de gratitude pour votre agence. En fait, faites tout ce que vous faites. Et puis, là, on vient au sujet principal, parce que moi, je suis les lives donc sur LinkedIn, je crois que vous streamez. Tu streams sur LinkedIn, c'est ça? Tout à fait. Ouais, ouais, Seulement ouais. C'est LinkedIn? diffusé aussi sur Ouais. YouTube. Tout à fait. Ok, Mm. sur YouTube aussi. Ok, mais c'est là que je suis quand il y a des nouvelles, quand tu fais avec JB par exemple, mais aussi quand tu as des personnes externes à votre Mm. agence. Une fois il y avait sur l'éco-conception, et puis maintenant il y a des choses sur votre Woodenit Academy. Donc parle-moi un peu de tout ça. D'abord le côté, on va dire, peut-être on commence par le côté technique, parce que là moi je suis assez peu équipée. Et après, sur le côté idée, concept, etc. Toi, t'as quoi? T'as le super micro, la super caméra, ou même pas? Il y a même plus besoin avec les outils actuels ou... C'est vrai qu'on a une chance d'être facilement équipé aujourd'hui, d'avoir des super logiciels qui nous aident. Alors là, tu vois, à l'heure actuelle, je suis juste avec mes AirPods, j'ai pas de micro parce que je suis en villégiature pendant l'été, donc j'ai pas tout mon matériel de caméra et micro. Alors pour parler matériel, il faut une caméra. Aujourd'hui, quand tu as un téléphone assez récent, tu peux même t'enregistrer avec ton téléphone. Ça fonctionne bien. Pour les lives, après, alors moi j'utilise un logiciel un peu le même que celui que tu utilises actuellement. Le mien c'est Restream, celui que j'utilise. Voilà, Restream qui permet d'afficher des QR codes, qui permet d'afficher le chat en live, qui permet de mettre des annonces. Et puis surtout, ce qui est intéressant, je parle aux techniciens, c'est que tu peux récupérer tous les enregistrements caméra par caméra, donc refaire ton montage derrière si tu veux, en dehors du live. Voilà pour la technique. Après, je fais aussi donc des vidéos de formation ou des vidéos pour YouTube. Donc là, il faut un logiciel de montage. Puis il en existe plein aujourd'hui. Je peux dire que CapCut, qui est très populaire chez les jeunes qui utilisent TikTok ou autre, CapCut est très puissant pour faire du montage, voilà, avec plein d'effets. Et puis les IA, voilà, aujourd'hui, qui sont d'une grande aide pour transcrire éventuellement ton contenu, pour t'aider à couper aussi. Maintenant, tu peux couper une vidéo, monter une vidéo juste avec le texte et ça te coupe la vidéo en même temps. Enfin, il y a plein d'outils qui sont extrêmement puissant pour aider que ce soit les podcasteurs ou ceux qui font des vidéos YouTube. Voilà. Donc Ok. il faut se lancer. Il y a tout ce qu'il faut comme matériel. Il ne faut pas être bloqué par le matériel en tout cas. Oui, et puis même, tu vois, là, moi, je débute avec WP Mondo. Je me dis, bon, si les premières, c'est pas le top de la qualité,
c'est pas si grave. Je veux dire, j'ai été interviewée plusieurs fois depuis 6 mois dans le cadre du projet Gather Press, et il y a une fois une interview, c'était vraiment une qualité très mauvaise. C'était pas si grave, quoi. La personne qui m'interviewait avait pas du tout ni micro, ni la lumière était très mauvaise et tout. Puis je me dis bon, je peux le faire aussi, du coup. Ouais. Ok. Et puis donc ça, c'était côté technique. Et maintenant côté concept, en fait. Donc tu as autant des gens à l'interne de votre agence que des gens extérieurs pour parler de sujets plus divers. Donc j'imagine tu prépares les questions, tu te renseignes sur les personnes, tu fais tes recherches, et puis le but, c'est de partager la connaissance, j'imagine, pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à ce que la personne a à dire ou à apprendre. Tu les choisis comment? Est-ce que c'est eux qui viennent te dire j'aimerais être interviewé par toi pour le WOA WordPress On Air? Comment ça marche? Alors, ouais, ça arrive que c'est arrivé que certains me demandent, mais ça, c'est encore le cas là aujourd'hui. Au départ, alors interviewer quelqu'un, c'est pratique quand tu fais un podcast ou une vidéo parce que finalement, t'as pas à préparer. Si tu te dis je vais faire 1 heure de podcast, 1 heure tout seul, il faut du contenu. Quand tu interviews quelqu'un, c'est plus facile. Donc des fois, je vais à la facilité, j'interviewe des gens. Et toujours dans le côté facilité, je suis allé interviewer les premiers que je suis allé interviewer, c'est des gens que je connaissais, des gens de la communauté, mais qui apportent leur pierre à l'édifice de WordPress, évidemment. Donc j'ai eu des créateurs d'extensions, on a parlé de l'hébergement, on a parlé de sécurité, on a parlé d'accessibilité, enfin, tous les thèmes qui tournent autour de la communauté et qui intéressent les gens. Donc, parfois, je disais, tiens, j'interviewerais bien cette personne parce qu'en plus, elle a un centre d'intérêt qui peut être partagé. Parfois, je cherchais plutôt, j'avais envie de parler d'un thème et je cherchais une personne spécialiste, et éventuellement que je connaisse ou que quelqu'un connaisse, c'est plus facile pour entrer en relation. Voilà, c'est comme ça que ça se fait. Euh, j'ai jamais fait dans un but de promotion ou de publicité. Alors des fois, ça peut passer comme ça, hein. J'ai interviewé nos amis de chez WP Umbrella. J'essaye aussi d'interviewer beaucoup de solutions françaises. Pierre pour son hébergement, Pierre Lanois pour son hébergement, Ellie pour Hopquast, donc des gars Ouais. de chez WP Umbrella. Enfin, voilà, plein de solutions. Loïc, je cite Loïc parce que c'est un de mes premiers que j'ai interviewé qui a créé Grid Builder, une extension pour faire des grilles. Voilà, donc c'est comme ça que je choisis mes sujets, comme ça que je choisis mes interviewés. C'est au gré de ce qui se passe aussi dans la communauté. Si on va parler de sécurité, en ce moment, c'est l'éco-conception. Puis ça va dans un tout, puisque je préparais la formation éco-conception, donc je m'intéresse au sujet, donc forcément, je vois des gens intéressants. Forcément, je veux parler de ça, et moi, j'ai aussi accumulé des connaissances que je partage en interviewant. Donc voilà, là aujourd'hui, je suis plus sur la formation FSE. Donc certainement que mes prochaines interviews, mes prochaines vidéos seront plus sur ce sujet. Voilà. Et aussi, forcément, ce qui est quotidien. Donc là, la sortie de WordPress 6.6, on a fait un live sur la sortie 6.6 et on va continuer à faire quelques vidéos dessus. Ouais, ça c'est. Il y a encore quelques réfractaires, hein. Même l'éditeur de blog, il y a des gens qui veulent encore utiliser le classique éditeur. Mais bon, il y a Wooden et Eddie pour, pour, pour montrer que c'est quand même mieux maintenant. Alors c'est exactement ça. C'est pas montrer que c'est mieux. Si je défends que c'est mieux, mais c'est surtout montrer que c'est accessible, de plus en plus accessible, et montrer aussi de ce qu'on peut faire. En gros, c'est facile. On prend toutes les phrases qui sont contre le FSE et on les reprend dans l'autre sens en disant on peut pas créer avec le FSE. Regardez, on peut faire des effets waouh, on peut faire des super effets avec Gutenberg.
voilà, il y a plein de choses qui se défendent très très bien, hein. Performance, accessibilité, il n'y a pas photo si on compare. Et puis côté ergonomique et UI, UX, bah, c'est de mieux en mieux. Donc je le montre, j'essaie de le démontrer. Moi, j'ai toujours aimé vulgariser les choses, les simplifier au maximum et, euh, et montrer à quelqu'un qui ne saurait pas du tout utiliser. Voilà, on fait comme ça, on passe de A, B par C et on arrive à un résultat satisfaisant. Mhm. Ok. Ça m'amène à penser à quelque chose. Est-ce que donc je pense que votre questionnaire est inscrit dans les médias partenaires du nouveau Media Core de WordPress. Qu'est-ce que tu Grâce à toi, je te remercie. Oui, non, mais je t'ai envoyé le lien parce que je me suis dit peut-être qu'il n'a pas vu. Et ça, c'est d'ailleurs un problème qu'il y a souvent dans les communautés locales qui ne sont pas forcément toujours au courant de ce qui se passe au niveau global. Je sais que Jenny a parlé de ça aussi par rapport au mentorship programme, qu'il y avait très peu de gens en France finalement qu'on avait entendu parler, en France ou en francophonie. Donc c'est vrai que quand on peut être un peu le pont et puis que moi qui suis beaucoup dans le global, d'informer les gens sur le Slack français, c'est pas mal aussi. Et d'ailleurs, le mentorship programme, si jamais il y aura une troisième cohorte qui aura lieu au mois de septembre-octobre, et qui est aligné sur la sortie de 6.7, donc où les gens peuvent apprendre à contribuer en étant synchronisés en fait avec la sortie d'une version. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et puis justement, en fait, je voulais parler du Slack français parce que moi qui suis en Suisse romande, donc on parle français, même si on a un accent suisse, on n'a pas de local suisse en fait en France pour le français. Pour l'allemand, il y a une locale qui s'appelle allemand de Suisse, qui n'est pas le suisse allemand, c'est encore différent du suisse allemand, c'est l'allemand de Suisse. C'est compliqué. Mais pour les francophones, donc les romans, on utilise en fait la locale France. C'est pour ça que je suis aussi sur le Slack français en fait, et puis que c'est avec vous que je parle. Et puis parce qu'en fait en Suisse romande, on a très peu de différences avec le français général, le français de France. Les quelques mots, on a des mots locaux, des mots régionaux, mais il n'y a pas plus de différence qu'une autre région de France aurait. Je ne sais pas, moi je vais prendre, je ne sais rien, le Dauphiné par exemple, où ça n'existe plus le Dauphiné, non, maintenant c'est une plus grande région, il y a un autre nom, mais ouais, enfin bref, Ouais, je pourrais pas t'aider. une région de France qui aurait en fait des mots régionaux, et on sait, et souvent ces mots-là, c'est pas les mots dans la tech en fait, c'est des mots plutôt en rapport avec la maison, enfin des choses comme ça, des choses qui viennent de nos grands-mères, enfin. Donc il n'y a pas vraiment besoin d'une nouvelle locale en fait. Et puis surtout le fait de maintenir une nouvelle locale, ça veut dire toujours faire les copies, les imports. Et puis, je trouve que l'effort est assez gros, est suffisant en fait de contribuer aux Français de France pour pas avoir besoin d'en rajouter. J'avais discuté aussi avec Pascal Casier, qui est la personne qui maintient le français de Belgique, et puis qui avait dit mais on doit continuer maintenant parce qu'il y a des sites qui sont dans cette langue-là, mais en fait, il fait que importer quasiment. Il y a pas, je crois que ça va changer et puis qu'une personne va contribuer au français de Belgique, mais est-ce que les différences sont suffisantes pour justifier un tel investissement de temps? Parce que contribuer, c'est du temps. Oui, c'est Et, beaucoup de temps. voilà, et je me dis, alors, c'est pas moi qui décide, hein, je veux dire, c'est comme dans tout projet open source ou de contribution, quelqu'un est libre de le commencer, mais ça veut dire après continuer aussi, quoi, ou trouver des gens pour continuer. Donc, en tout cas, moi personnellement, et ce qui ressort des discussions qu'on a eues au fil des ans dans les meet-up en Suisse romande, c'était de pas en créer une, et puis au contraire, essayer d'aller contribuer au français FR_FR, donc le français de France. Maintenant, toi, je sais que tu as déménagé de plusieurs régions en France. Est-ce qu'il y a des mots où, comment dire, t'aurais dit autrement que ce que tu as vu dans des traductions françaises, enfin dans la traduction pour le français de France? Parce que comme je disais, en général, c'est pas tellement dans les termes techniques qu'on trouve les différences régionales, mais je parle de ce que je connais, mais toi, t'en penses quoi? Bah écoute, pour avoir participé là plusieurs fois aux traductions, et notamment sur la dernière version 6.6,
Non, j'ai pas de, il y a rien qui m'a choqué, si ce n'est en faisant la présentation en live. Justement, je me suis rendu compte que certaines traductions, bah, elles passaient pas dans le back office parce qu'elles étaient trop longues, donc on voyait que le début. Et c'est le cas pour les grilles, là, les Rospan, voilà. Bref. Non, il y a rien qui me choque. Il y a certaines traductions, je suis content. Je me dis tiens, c'est moi qui ai donné cette idée de mot. C'est le petit plaisir personnel. Non, je vais revenir sur juste donc le MediaCorp là, auquel Oui, tu m'as donné le lien. pardon. Pour tous ceux qui veulent faire de la vidéo, qui veulent parler de WordPress, c'est juste génial. Je viens de le découvrir juste avant le 6.6 et donc du coup on a le droit. Alors moi j'avais raté le live, mais j'ai eu une rediffusion où on nous présente toutes les nouveautés. Il y a des liens, il y a des explications, il y a des vidéos, il y a des screenshots de toutes les nouveautés, ce qui fait que vous pouvez rien rater et c'est plus facile après de le retransmettre. Donc c'est vraiment c'est riche, c'est une ressource très importante pour ceux qui veulent écrire dans une autre langue en tout cas. Revenir aussi sur une histoire de français-anglais. Alors l'anglais peut être bloquant. Moi, ça m'arrive même de faire des formations en anglais, mais je suis vraiment à un niveau assez limité en anglais. Tu t'en es rendu compte quand nous étions au WordCamp. En tout cas, voilà, je le pratique pas assez souvent pour être à l'aise. Et on peut être bloqué d'aller justement sur le Slack WordPress parce que tout est en anglais et que ça demande un peu plus de concentration, c'est moins fluide et de pas comprendre forcément des nuances sur les nouveautés et de rater certaines informations. Donc ça, c'est mon cas. Déjà, essayer de suivre tout ce qui est en français, c'est une bonne veille, mais suivre ce qui est en anglais, ça serait vraiment au top. Donc là, voilà, ce MediaCorp, c'est important parce que je sais qu'ici, il va y avoir des choses qui vont m'intéresser. Donc voilà, c'est important que des personnes comme toi, comme moi, puissent retransmettre ce qui se passe dans le monde de WordPress global, dans la langue des personnes et dire qu'il y a un translation day, qu'il se passe des choses auxquelles ils peuvent participer. Parce que sinon, certaines personnes qui sont bloquées par l'anglais n'auront jamais accès à ces informations et voilà, Ouais. rate quelque chose. Et c'est pas seulement le cas pour le français, en fait, comme ça Oui, dans beaucoup de pays, parce qu'il y a des pays où tout le monde parle anglais, comme je pense par exemple aux pays scandinaves ou à l'Allemagne. Souvent, les gens parlent plus anglais, ou aux Pays-Bas. Enfin, je veux dire, là où ils commencent l'anglais à 7 ans, et puis c'est beaucoup plus naturel. Mais pour énormément de pays dans le monde, ben, l'anglais, c'est pas forcément une évidence, même si c'est la langue, on va dire la lingua franca mondiale, en tout cas dans la tech, il me semble que c'est comme si c'est un peu obligatoire, quoi. Mais pour beaucoup de gens, c'est bloquant. Et puis justement, pouvoir donner accès aux ressources, ce que tu fais avec WordPress On Air, et puis ce que je fais aussi avec WordPress Podcast, là où je suis la traductrice et voix française des nouvelles de la semaine, en fait, des actualités des équipes Make au niveau global. Donc, c'est amener en fait la connaissance aux gens, puis que certains se disent bah, tiens, ça c'est intéressant, je vais jeter un œil, ou des choses comme ça, ouais. Ouais. Je sais plus ce que j'avais demandé à propos des traductions, justement. Parce que je t'avais demandé une question supplémentaire, mais là, on voit que je suis j'ai débutante oublié aussi. dans l'interview, Non, on fait tous pareil. dans le J'ai domaine. digressé. C'est de ma faute, j'ai digressé. Non, mais parce que j'ai posé deux questions à la suite, et puis du coup, tu as répondu sur MediaCore. Ouais. Après ma deuxième question, c'était un truc en rapport avec les traductions ou bien au Slack. Ah oui, j'avais demandé si tu voyais des différences entre les différentes régions, et tu m'as dit non. Non. Et à ça, je voulais aussi rebondir sur, par exemple, en Suisse, on n'utilise en général pas l'espace avant les doubles ponctuations, chose que vous faites en France, et d'ailleurs, c'est assez strict, et il n'y a aucune chaîne de texte qui sera validée dans Translate WordPress.org, là sur WordPress, si il n'y a pas ces doubles points. Donc là, récemment, j'ai fait la traduction d'une extension, et puis ça vient vrai qu'automatiquement ça vient pas, surtout que c'est pas sur le clavier, donc il faut utiliser un code en plus avec Alt et puis des chiffres, et puis
Donc bon, et pareil avec l'apostrophe qui est différente de l'apostrophe que mon clavier donne. Et en Suisse romande, même si on va dire les règles d'édition recommandent ce qui s'appelle une espace fine, qui est plus fine dans l'édition, hein. Je parle de livres imprimés, etc., et même les journaux. Enfin, c'est une espace qui est plus étroite que l'espace utilisé en France devant les doubles ponctuations. Okay. D'accord. Mais en fait, dans la pratique, il n'y a plus personne qui l'utilise. Si tu vas sur les médias, même les officiels, enfin même ceux qui sont devenus, enfin ceux qui étaient des journaux qui sont devenus des médias en ligne, ils l'utilisent plus. Et en fait, on met pas d'espace en Suisse romande. Donc ça, c'est la plus grosse différence que je vois en fait avec la locale français de France. Et puis là où je dois me concentrer quand je dois traduire une extension pour ajouter justement cet espace devant les doubles ponctuations. Et ça me fait rigoler parce qu'il y avait un de mes compatriotes suisse-allemands de Zurich qui a dit qu'il avait toujours cru que c'était en fait une faute. Ils ont mis un espace. Ils pensaient que c'était des fautes, quoi, en ayant vu un texte en français. Ils ont, voilà. Et jusqu'à que je lui explique, non, c'est une règle. La règle est simple, hein. C'est s'il y a 2 symboles sur la ponctuation, il y a 2 espaces. Voilà, tout simplement. Un point d'exclamation, c'est un trait, un point d'interrogation, c'est voilà. À chaque fois qu'il y a 2 symboles dans la ponctuation, c'est 2 espaces. La règle, elle est très simple. La règle est simple, mais quand tu tapes vite et puis que, en étant en Suisse romande, je n'ai pas l'habitude de les mettre, je dois à chaque fois me concentrer. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a un outil là qui nous les entoure en rouge. Alors ça va. Ouais. D'ailleurs, ça me faisait penser à quelque chose maintenant, j'ai oublié. Oui, voilà, quand on veut rajouter un espace insécable, il n'y a pas de moyen de le faire, par exemple, dans l'éditeur. Moi, le seul truc que j'ai trouvé, c'est d'aller modifier un HTML puis de mettre le code HTML, donc ampersand NBSP. Et puis après, je reviens en modifier visuellement et ça reste. Mais est-ce que tu connais? Alors, c'est pas un appel de support qu'on est en train de faire, mais si par hasard tu connais ça, parce que je dois aller éditer tous les paragraphes quand j'écris quelque chose en français, en fait, dans l'éditeur. Il faut installer un clavier, en fait. Il y a des suppléments de clavier virtuels, enfin, qui s'installent. Et du coup, tu as, au lieu de faire espace, tu vas faire shift espace et ça va te faire ton espace insécable plutôt que de faire un code ou quoi. Et après, dans l'éditeur, j'avoue que je ne sais pas comment ça se comporte. Normalement, c'est censé faire un espace insécable. Je dis peut-être une bêtise. Alors, mais comme je contribue très peu sur le contenu des WordPress, on trouvera, ou peut-être dans les commentaires, on aura peut-être une réponse. Parce que moi, mon shift espace fonctionne et rajoute un espace insécable, par exemple, si je suis dans un éditeur de texte, mais pas dans l'éditeur. Pas l'éditeur de Gutenberg, ok. Donc je passe pas modifier en HTML à chaque paragraphe. Mais bon, mon blog perso, je le fais qu'en anglais, donc j'ai rien à dire et c'est pas top. Lors du dernier State of the World, donc en 2023, décembre 2023, Matt Mullenweg a dit que grâce à l'IA, il y aurait, selon lui, moins de demandes pour des sites multilingues. Et bon, c'est la seule chose qu'il a dit durant ce State of the World. J'étais là, et je me suis arraché les cheveux. Il faut que je le dise. C'est bien une chose de pouvoir traduire, c'est super. Lui, il disait il était à Madrid à ce moment-là, il disait c'est super, j'ai pu suivre tout ce que vous disiez en espagnol, cliquer sur Translate, sur X, sur Twitter, et pouvoir lire le contenu en anglais. Ok, ça c'est cool, mais de servir du contenu dans la langue du public cible d'un site internet, c'est essentiel. Donc, j'imagine que tu es d'accord avec ça. Matt, c'est un Américain, ils en ont à peu près rien à faire des autres langues. J'exagère, mais c'est un peu ça. Effectivement, il a dit ça. Ils ont quand même mis le multilingue dans la phase 4 de Gutenberg parce que c'est une demande mondiale, une question mondiale. Il en a reparlé WordCamp Europe.
Il a dit, Oui, je sais, vous les Européens, vous attendez ça avec impatience, genre, ouais. ouais, bon, ok. Mais en fait, c'est pas que les Américains ont rien à faire des autres langues, parce que en fait, WordPress est extrêmement bien traduit dans énormément de langues et plus de la moitié des sites WordPress dans le monde sont dans une autre langue que l'anglais. Mais là, c'est pas juste une autre langue, c'est le multilangue. Donc oui, en fait, il y a quelqu'un qui a posé la même question cette année que moi j'ai posé l'année dernière aussi au WordCamp Europe, et que Torbjörn Fjellner, qui est un polyglotte qui contribue énormément à l'équipe polyglotte, a pesé en 2022 à Porto. Donc en fait, chaque année, on a un peu la même question qui revient. Pas tant de demander la date approximative de l'arrivée de ça, c'est peut-être même pas tant pour savoir ça, mais juste pour montrer qu'on y tient et on n'en démordra pas parce qu'on en a besoin. Je veux dire, rien qu'en Suisse, même si je fais pas un site en français, allemand, italien à chaque fois, tu vois, mais même si le public cible est vraiment très local, par exemple pour un magasin vraiment à Genève, Genève a 20% de personnes qui parlent pas français, parce qu'il y a toutes les organisations internationales et toutes les familles des gens qui travaillent. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui restent là 1 an, 2 ans, qui apprennent pas forcément le français. Leurs enfants vont à l'école internationale, puis ils repartent après. Donc, ces gens-là, s'ils veulent aller dans ce magasin, ce restaurant, etc., c'est cool pour la personne qui a le site, en fait, pour celui qui fournit un service, comme un restaurant, d'avoir aussi son site en anglais, juste pour au moins fournir leur contenu pour ces personnes-là qui sont près de 20%. Donc, c'est pas seulement une histoire. Souvent, il y a des gens, peut-être principalement les Américains, mais pas seulement, qui disent un pays égale une langue. Alors ça, bien sûr qu'ici, on sait que c'est faux, hein, quand on regarde la Suisse, quand on regarde la Belgique. Mais même en France, il pourrait y avoir des régions, ou comme en Espagne, en fait, où ils ont plein de différentes locales dans WordPress, y compris de régions d'Espagne. Il y a le gallego, il y a le catalan. Donc c'est pas un pays égale une langue. Et c'est pas non plus une langue égale un pays, parce que justement, moi, le français, je participe à tout ce qui concerne WordPress dans le Slack français. Je viens dans les WordCamp en France. Et si je fais un site multilangue, j'essaie de pas utiliser des drapeaux, mais si je mets les drapeaux, je mettrai le drapeau français, même si c'est un site suisse, tu vois. Donc c'est assez. Pour moi, il n'y a pas de frontières. Les frontières politiques, elles comptent pas là. Donc, ouais. Bon, c'est une belle langue, le français. Faut qu'on la. Alors, je suis sur le côté IA. Oui. J'ai pas d'avis très tranché. Moi, je trouve que l'IA, c'est un outil formidable. Il faut que ça reste un outil de traduction. Moi, je suis le premier à l'utiliser. J'utilise des services comme DeepL. J'ai utilisé Wiglot aussi, hein, que j'ai interviewé et que j'ai vu grandir. Des services de traduction automatique. Ça rend vraiment service. Je pense qu'en termes d'accessibilité, il y a des personnes qui s'en servent et qui du coup se retrouvent sauvés de situations parce qu'ils peuvent avoir quelque chose dans leur langue. Évidemment, ça me fait penser à ces histoires de personnes qui font les voix dans traduction de voix dans les films et les séries, qui aujourd'hui ont peur de perdre leur travail. Alors je suis attristé pour eux. C'est un vrai métier, c'est un vrai travail de comédien. Mm-hmm. Et ça, j'en suis convaincu. Et même je connais des gens dans ce métier, donc voilà. J'en connais une aussi, ouais. Je suis touché. Mais en même temps, je me dis, ouais, mais si je pouvais voir le film avec, parce que à chaque fois on nous fait entendre des voix de Stallone, etc., en disant, mais vous vous rendez compte vos films si j'avais pu cette voix-là? Bah oui, mais c'est notre expérience à nous, c'est parce qu'on est habitué à ces langues-là, et du coup on est nostalgique. Et quand quand la voix elle change dans un film, on dit, oh là, c'est pas sa voix habituelle. Sauf que si c'était la voix de l'acteur de base, mais juste en anglais, ou en français, ou dans une autre langue, on serait juste habitué, on entendrait la vraie voix, avec la vraie intonation et le vrai jeu d'acteur de l'acteur principal. Donc, d'ailleurs, je suis pas contre qu'on puisse transformer. Je suis en train de parler de traduire avec l'IA les vidéos. Et je l'ai fait, moi, pour des clients. J'ai fait une vidéo de formation tout en français. Et ils m'ont dit, finalement, on a des filiales à l'étranger, il nous la faudra en anglais. Je me sentais pas de la refaire complètement en anglais. Donc, je l'ai passé dans une IA qui a utilisé ma voix, mais en anglais. Alors
Ouais. C'est encore pas au top. C'est ma voix. Je m'entends parler anglais. C'est synchronisé avec l'élève quand même. Enfin, c'est vraiment très impressionnant. Et je me dis, bah, ça fait le job. Et eux, ils étaient contents. Ouais. Ils se rendent compte que c'est l'IA. Ils se rendent compte que c'est pas du super anglais, que c'est pas forcément fluide. Donc, mais ça fonctionne. Donc, je pense qu'on peut pas dire stop, on va rien traduire avec l'IA. C'est l'avenir. C'est en marche. On va rien Oui. pouvoir changer à ça. D'ailleurs, cet outil-là a été utilisé justement aussi à State of the World par Josepha quand elle a annoncé le WordCamp US en 5 langues. Hmm. Et d'ailleurs, cet outil-là, je ne sais pas si elle a utilisé ça et si toi tu as utilisé ça, mais je connais HeyGen qui fait ce Et job-là. Jen qui est le meilleur quasiment pour ce qui est en fait, Bon. tout le Ouais. corps, la synthèse. Moi, Et ça j'utilise Rask modifie aussi AI. les lèvres, hein. Ça modifie Ouais, ouais, la position des lèvres selon le. tout à fait. Ouais. Ah ouais, ça c'est. Alors moi, je disais pas de ne pas utiliser l'IA. Ce que je disais, c'était de servir le contenu même si on l'a traduit avec l'IA d'ailleurs, mais de le servir pour le public cible que le site vise, bah, pas que ce soit à l'utilisateur final d'utiliser, de faire lui la traduction en fait. Hmm. Que lui, il ait ça dans la langue qui lui est familière, et puis eh ben, que les autres personnes, enfin, que la traduction elle soit faite en amont. Alors que ce qui apparemment est le futur, est que l'IA sera plus dans nos appareils, donc dans les navigateurs, sur nos ordi, dans nos téléphones. Et puis que là, on peut traduire le contenu, ce qui est super pratique pour aller lire des choses dans d'autres langues, hein, bien entendu. Mais qu'un site de base, imagine si le site de l'administration suisse était qu'en allemand, qu'il n'y aurait pas le français. Là, ça ferait peut-être des petits soucis politiques. Ou si, je ne sais pas si toute la France si tout le contenu en France, on disait, bon, bah, moi, je suis corse, alors je parle en Corse, je fais mon site en Corse, mais je veux avoir des clients dans le nord ou dans l'ouest de la France. Ça ne marchera pas, tu vois. Même si l'IA peut le traduire, par exemple. Donc, ouais, c'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui a trait aux langues et ouais, je trouve ça essentiel en fait. D'essayer de sauvegarder des anciennes langues. Là, je m'intéresse à la langue qu'il y avait dans ma région, donc la Suisse romande, mais aussi le Val d'Aoste en Italie, et puis la région jusqu'à Lyon, Grenoble, donc l'Arpitan, ou aussi appelé franco-provençal. Je trouve ça super intéressant. Puis il y a plein d'endroits où différents dialectes de ça, en fait, sont éteints, quoi. Ce qui est dommage. Enfin, voilà. Mais bon, pour en revenir donc au français avec des règles du français, c'est bien qu'il y ait quand même des règles qui soient suivies par tout le monde dans la même locale. Et pour en revenir à WordPress, que ce soit les mêmes partout, quoi. Puis pas que. Une fois que j'avais participé à une traduction, j'avais mis sauvegarder les paramètres et on m'a dit non, c'est enregistrer les réglages ou des choses comme ça, même si on a des synonymes, quoi. Donc, En fait, ça fonctionne si tu veux. Ça fonctionne, mais il faut que ça soit consistant oui, sur tout WordPress pour que quand on parle de réglage, tu sais de quoi on parle, et quand on parle de paramètres, de quoi on parle. Donc c'est important qu'il y ait des humains. Alors tout ce qui est documentation voilà, on a des équipes. Voilà, on a fait déjà coucou l'autre jour Jenny, mais on fait partie, JP en fait partie de traduire les documentations, de traduire des choses, d'avoir des règles. Il y a FX aussi qui participe beaucoup. C'est important tout ce qui est essentiel de documentation. Il faut qu'il y ait des humains derrière qui dans leur langue expliquent. Et puis il y a des choses qu'on fait dans des pays qu'on fait pas dans d'autres et qu'on explique d'une manière qu'on expliquera différemment. La traduction littérale suffira pas. Ça ouais, c'est évident. Il faut voilà. Ça, je le redis, ça reste un outil ouais. l'IA et donc il veut dire qu'il faut continuer à construire cet outil pour qu'il soit de plus en plus précis et puis l'utiliser intelligemment. Euh, voilà, pour que ça reste un outil. Ouais, puis comme tu dis, il faut des humains derrière. Donc, merci à tous ces humains Mmh. dont tu fais partie beaucoup pour les polyglottes et puis toutes les personnes que tu as mentionnées. Et ce qui est très sympa, c'est la communauté. Et moi, je suis venue plusieurs fois dans des WordCamp en France. Et puis, c'est toujours la même chose de revoir de revoir les potes, en fait, à chaque fois que tu vas à un WordCamp, que ce soit à WordCamp Europe. Là, vous êtes venus plus en nombre cette année, donc c'était cool de vous revoir. Et puis, de voir les gens. Je suis venue l'année dernière à Biarritz. Et puis, il y a tout bientôt donc un WordCamp
en Bretagne, Rennes. on sera à Ouais. Rennes, voilà. C'est cool, quoi, parce que finalement, toutes les personnes qui participent, que ce soit des contributeurs, contributrices au projet WordPress ou pas, des fois, ils contribuent pas, mais ils font autre chose, quoi. Ils ont des agences, ils ont des clients, enfin, euh, cette communauté, en fait, elle est toujours accueillante pour moi, de ce que j'ai vu au niveau et international avec WordCamp Europe et dans les pays. Donc, je suis allée dans des WordCamp en France, Espagne, Italie. Italie, ça fait des années. Et je retrouve toujours, en fait, la même chose, quoi. C'est toujours, d'être bien accueilli, cette même ambiance des WordCamp qui est toujours sympa. D'ailleurs, tout à l'heure, tu me disais les noms de certains de tes collègues chez Woodenit ou bien certains des contributeurs à la locale française, ou etc. Puis je dis, mais j'en connais une bonne partie, quoi. Puis c'est toujours sympa, quoi. C'est toujours cool. Et ce côté communauté, je ne sais pas si ça existe dans d'autres, je sais pas, d'autres conférences ou d'autres CMS. J'imagine. Il y a deux, trois personnes. Il y a une personne qui était de Drupal qui a dit qui était au WordCamp Europe et qui a fait qui a sorti un article sur ça, puis qui disait qu'il retrouvait ce que lui il a dans les DrupalCon. Donc, enfin Drupal, ouais, conf, on dirait en français plutôt que parce que C'est pareil, oui, oui, chez Joomla, il y a quelques années, c'était les ça, Joomla, en moins grand, en moins important, mais à l'époque, hein, peut-être ouais, qu'aujourd'hui, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais oui, oui, ces communautés autour de l'open source sont toujours ouais. bienveillantes, et c'est Moi, je très crois que sans agréable. ça, je contribuerais pas autant, ou pas, sans la communauté. Puis de se voir dans les événements, je trouve ça super, super cool. Donc toi, tu vas souvent, tu y es tout le temps, non? En tout cas en France, dès qu'il y a un WordCamp en France, Alors on y va, ouais, voilà. Tout à l'heure, je parlais de notre contribution. On était libre de contribuer chez Woodunit, mais on a aussi, au-delà de ça, on a aussi un budget. En fait, chacun, on a un budget annuel pour aller participer à des WordCamp, à des meet-up, etc. Et ce budget se voit même augmenter si on est bénévole ou si on est orateur ou oratrice. Eh bien, donc Woodunit nous invite à être participants le plus possible à ces événements. Donc, donc là, j'étais bénévole sur le WordCamp Europe à Turin. Donc voilà, merci mon d'ailleurs. budget, avec plaisir. Mon budget était pris en charge par Udinit. Et puis, on va voir, j'ai proposé quelque chose pour le WordCamp Bretagne. Et si je suis pris, bah, j'aurai aussi un budget. Et puis après, il reste du personnel aussi, qui est un plaisir de pouvoir voilà, c'est des jours qui sont pas comptés, pris en congé. Enfin voilà, tout est fait chez Woodunit pour qu'on puisse participer parce qu'on sait que c'est donnant-donnant en fait pour une agence que vous soyez tout seul freelance en agence de 4 ou 5 ou une grosse agence, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que déjà vous contribuez à l'outil qui vous fait manger. C'est une première chose. C'est bien pour vous, pour votre marketing quelque part aussi. Faut pas se cacher, hein. Quand j'étais dans mon ancienne agence, on a créé le meet-up à Aix-en-Provence, on a fait le WordCamp Marseille, on a participé au WordCamp Nice. Après, sur ton site internet, déjà tu te fais connaître des autres, tu connais les gens des extensions, etc. Auprès de tes prospects, de tes clients, de dire bah nous on participe, on connaît les gens de telle extension, telle extension. Enfin, c'est rassurant pour le client de voir que tu utilises un outil, mais que tu y contribues aussi et que tu suis, tu fais de la veille. Donc Ça facilite vachement la veille technologique, c'est sûr. c'est très important. Et après, au-delà de ça, une fois qu'on y a goûté, qu'on a mis la main dedans, bah, il y a toute la communauté. Effectivement, on est content de retrouver les autres et ça donne ce qui fait que ça laisse comment dire, un sentiment, voilà, quand je disais de bienveillance, il y a forcément, les gens peuvent pas tous s'aimer, mais je vois, on est plusieurs à faire des formations sur des mêmes sujets, on est plusieurs à vendre des sites internet. On parle pas de concurrence, en fait. Voilà, on va dire, ah tiens, toi, tu fais cette formation, tu sais peut-être ci, tu fais peut-être ça. On est tous dans le même bateau, on contribue. Il y a du travail pour tout le monde, et chacun sa spécialité. Et le fait de se rencontrer, de faire des soirées ensemble, de faire des meet-up, des WordCamp ensemble, bah, ça permet de garder cette bonne relation qu'on a
Et ça, c'est hyper important plutôt que d'être dans son coin et de se dire, ah, il y a telles agences là qui sont concurrentes et on va regarder ce qu'ils font, mais on reste dans notre coin. Et ça, je pense que ça fonctionne pas. Je pense que si on regarde les agences qui fonctionnent bien aujourd'hui, peut-être me tromper, mais les agences qui fonctionnent bien en France ou ailleurs, elles sont présentes dans les WordCamp, elles sont présentes dans les meet-up, elles sont organisatrices, elles laissent du temps à leurs employés pour participer. Ça, voilà, ça participe au bon fonctionnement d'une agence, même d'un free. Voilà, il y a des free qui trouvent des missions grâce à ça parce qu'ils se font des connaissances, ils se font des réseaux, ils apprennent à être plus efficaces, ils apprennent à utiliser certains outils, et puis ils se font des copains quoi sur le Slack quoi, Ouais. et en IRL, et c'est top. Donc ouais, allez-y, allez, faut absolument aller au meet-up au moins dans votre région, et puis après au WordCamp. Et puis, s'il n'y a pas de meet-up dans votre région, vous pouvez ouvrir un groupe. Exactement, Aussi c'est ça, pas ouais. compliqué. Voilà. Voilà, trouver un lieu, un bar, n'importe quoi, vous rencontrez, vous pouvez être 3, 4, 5 au départ à discuter autour de WordPress. Ça ouvre des horizons, ça permet d'échanger, de ne plus être tout seul dans son coin. Ouais, effectivement. Écoute, merci beaucoup pour tout ça. Est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter sur ton expérience, que ce soit au niveau de n'importe quoi ou plus spécifiquement ce qu'on disait sur les podcasts et interviews, ou Il tout faut est... se lancer, il faut essayer d'être régulier, ce qui est compliqué. Ne pas se fier que aux statistiques, au nombre de vues, etc. Parce que ça reste aujourd'hui Internet, les vidéos elles restent, elles sont archivées. Donc ça permet à des gens de venir les voir plus tard. Moi c'est le cas de mes podcasts. J'ai essayé de faire un peu plus régulier. Là j'ai fait une pause pendant les vacances, mais je vois dans mes stats que des gens continuent à écouter les premiers épisodes. Donc voilà, imaginez votre podcast comme une collection et faites-vous plaisir. Surtout, voilà, des fois on a 50 auditeurs, des fois on en a 1000. C'est voilà, c'est pas grave. Faites-vous plaisir et n'hésitez pas surtout à parler de vous, de WordPress. Lancez-vous. Ok. Bah, merci beaucoup pour tout ça et merci pour cette conversation. Donc, je rappelle que Eddie fait partie de l'agence Woodenit, donc woodenit.fr. Et puis, que je vais peut-être mettre aussi des petits bouts de cette vidéo sur les réseaux de jeunes pour essayer de faire venir la nouvelle génération aussi. Ils sont surtout sur les TikTok, Insta, YouTube Short. Donc, Alors j'ai essayé TikTok. ouais, Je suis sur TikTok. Alors j'aime bien ce réseau, hein, parce qu'une fois qu'on l'a dompté, une fois qu'on y a passé un peu de temps, on a des vidéos qui sont intéressantes. Voilà, sur les sujets qui nous intéressent. Au départ, c'est vraiment un gros bazar il et faut attendre que faut attendre un l'algorithme... peu que voilà, l'algorithme nous serve les choses qui nous intéressent. Euh, et si vous cherchez WordPress, c'est assez catastrophique sur TikTok aujourd'hui. Donc c'est important d'y aller. Faut pas se dire bah, c'est catastrophique, j'y vais pas. Au contraire, il faut aller Ouais. proposer quelque chose de qualité. Parce qu'aujourd'hui, c'est WordPress, c'est comment faire de l'argent avec WordPress, comment je fais un site en 2 secondes avec WordPress, comment je ramène de l'argent avec WordPress, comment je fais mon premier million avec WordPress. Donc voilà, c'est beaucoup de ça. Il faut aller changer, il faut aller éduquer, montrer ce qu'on peut faire, donner. Voilà, il faut donner, donner, donner et partager. Alors, si tu es OK, je prendrai des petits bouts de phrases de cette conversation sur TikTok, puis en disant, bah, pour voir la conversation complète ou l'interview complète, vous pouvez aller sur la version longue. On verra, peut-être que ça va faire venir de nouvelles personnes et peut-être des jeunes, parce que c'est un petit peu le souci qu'il y a au niveau global, de faire venir des jeunes à contribuer en fait à WordPress. Alors, en tout cas, merci beaucoup pour tout. Et puis, c'était un plaisir de t'avoir ici. Et à très vite alors. Je t'en prie, merci beaucoup Patricia, et longue vie à ton podcast et à tes vidéos. Merci Salut. beaucoup. Ciao.